Vous informer notre devoir, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal sur Antenne à Télévision. Votre chaîne de référence ouvre ce journal par cette information de l'Assemblée provinciale d'Issankuru qui a voté ce lundi 26 mai 2025 pour la destitution du gouverneur Victor Kitenge Kanyama au terme d'une plénière tendue et tenue à Lusambo. Cette décision intervient au lendemain d'un grave malaise cardiaque survenu alors que le chef de l'exécutif provincial participait à une réunion extraordinaire et d'urgence du Conseil provincial de sécurité le dimanche 25 mai dernier. Malgré cette absence justifiée pour raison de santé, les députés provinciaux ont maintenu la plénière consacrée à l'examen d'une motion de défiance déposée contre le gouverneur. À l'issue de cette vote, Victor Kitenge est déchu de ses fonctions. Et le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a rejeté toute comparution devant la Cour de cassation. Par ailleurs, le ministre de la Justice conteste la procédure initiée contre lui par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé, affirmant que ce dernier lui-même fait l'objet d'enquêtes judiciaires et qu'il ne peut donc légalement le poursuivre. En outre, le ministre de la Justice accuse le procureur près la Cour de cassation d'avoir initié cette procédure judiciaire pour l'humilier et ternir sa réputation. En présidence, le président de la République du Burundi est président en exercice du mécanisme régional suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Évariste Ndayishimiye est arrivé le dimanche 25 mai 2025 à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, reportage de la presse présidentielle. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Présent, vous le savez peut-être déjà, Joseph Kabila Kabange séjourne actuellement à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, actuellement sous occupation de rebelles du 123 AFC. À en croire différentes sources qui ont livré cette information, l'ancien chef de l'État y séjourne pour entamer une série de réunions avec ses proches collaborateurs à Goma avant le début de ses activités dont le programme sera annoncé incessamment. Dans un autre registre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie a échangé avec une délégation officielle de parlementaires indiens. La paix, la tolérance zéro face au terrorisme sont là les sujets abordés au cours de cette rencontre. Mandu Kouyala pour ces reportages. La République démocratique du Congo et l'Inde ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale à l'occasion d'une rencontre de haut niveau tenue ce lundi à Kinshasa.
Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a reçu en audience une délégation officielle de parlementaires indiens conduite par le docteur Shrikant Eknath Shinde, envoyé spécial du Premier ministre de l'Inde. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de rapprochement diplomatique entre les deux pays, avec au cœur de discussion la lutte contre le terrorisme international. La délégation indienne est venue porter un message fort, celui de la paix, de la tolérance zéro face au terrorisme et de la nécessité d'une mobilisation collective au sein des instances internationales. La partie indienne a exprimé ses vives préoccupations face à la crise sécuritaire persistante avec le Pakistan, soulignant les conséquences géopolitiques régionales et le risque de déstabilisation dans la région de l'Asie du Sud. Our delegation, under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi. La délégation de parlementaires indiens a rencontré la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Madame Thérèse Wagner. La relation qui existe entre la RDC et l'Inde commence de très bonnes relations qui durent longtemps. L'Inde était le premier pays à implanter son ambassade en RDC en 1962. Nous sommes ici pour donner un message au monde ainsi qu'à la RDC concernant zéro terrorisme dans le monde. Je pense que la RDC est mieux placée pour comprendre la douleur que l'Inde est en train de subir, vu que la RDC fait face au même cas à la partie orientale avec la rébellion de M23. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus parler un peu du terrorisme en RDC, vu que la RDC est prête à comprendre la souffrance que le pays subit sur le plan du terrorisme. À ce titre, l'Inde a sollicité le soutien diplomatique de la RDC dans les forums internationaux afin de renforcer la voix des nations engagées pour la paix et la sécurité mondiale. Au-delà des enjeux sécuritaires, les échanges ont également porté sur les perspectives de collaboration élargie, notamment dans les secteurs du commerce, des investissements et d'autres domaines d'intérêt commun, illustrant la volonté des deux États de bâtir un partenariat stratégique durable. Changeons de chapitre à présent. En Ituri, le go de l'enregistrement de déplacés internes et enfouis de différentes atrocités causées par les groupes armés locaux et étrangers a déjà été donné. Selon Didier Wamolo, chef de la délégation de la Commission nationale de réfugiés, cette opération mi-étape pilote concerne d'abord la province de l'Ituri et va s'étendre sur différents coins où il y a de déplacés. Suivez ces reportages. Ce sont les territoires des Mahagi et Irumu qui sont concernés d'abord par cette phase pilote. Objectif, maîtriser les réelles statistiques et défis avant de l'étendre sur les autres territoires ayant de déplacés réfugiés, a dit Didier Wamolo, chef de la délégation. C'est une mission pilote d'enregistrement des personnes déplacées internes. Donc le travail où la mission consistera à enregistrer et à documenter les personnes déplacées internes qui sont dans la finalité. En fait, c'est la finalité. C'est un début. Vous savez que la province regorge beaucoup de déplacés internes et la Commission nationale pour les réfugiés a des mandats ou la mission de pouvoir protéger ces personnes. On ne peut pas assurer la protection sans pour autant identifier. À lui d'ajouter que cette phase pilote ne concerne que le gouvernement congolais avant d'inviter les partenaires. Cette mission, par rapport aux attributions nous confiées par l'arrêté interministériel, c'est la protection. Mais du moins, la protection peut enclencher d'autres travaux ou d'autres missions, par exemple l'assistance. Mais déjà, nous travaillons, les bureaux travaillent avec les bailleurs ou les partenaires humanitaires qui interviennent dans ce cadre-là. Donc, si on maîtrise des statistiques, on peut également servir à orienter l'assistance humanitaire que le partenaire apporte. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Loué Ankashamadjoni, a promis à cette délégation son accompagnement, étant donné que cette mission est noble et salvatrice, surtout qu'elle soulagera plusieurs âmes en détresse à cause de la cruauté humaine. Parlons santé dans ce journal. Le projet d'amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile à travers le renforcement du système de santé dans la province du Kwango poursuit normalement son cours sous l'égide du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, l'Agence coréenne de coopération internationale en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour le service d'appui au projet INOP, son sigle, ont procédé
au lancement de travaux des constructions des infrastructures sanitaires au secteur de Bukangalonzo. Les détails avec Polydonga Diami et Patim Bouzi. En perspective de renforcer les systèmes de santé dans la province du Kwango, l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS, ont procédé au lancement des travaux de construction des infrastructures sanitaires près du centre de santé de référence de Bukangalonzo secteur dans la province du Kwango. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du gouverneur Willy Bitwisila Lusuji et a compris 6 points essentiels après l'hymne national, à savoir le mot de bienvenue par le chef de secteur, la présentation du plan par l'INOPS, les mots du représentant pays de la COICA, le remerciement du gouverneur de la province, les dévoilements du panneau informatif et la pose de la première pierre par le partenaire. L'ouvrage à ériger est tel que... Pour les bâtiments connexes, évidemment, on aura des toilettes extérieures, on aura un incinérateur pour une meilleure prise en charge de déchets biomédicaux, et tout en tenant compte de l'environnement, bien sûr. Après l'incinérateur, on a prévu des fosses à placenta et des fosses sèches, des fosses à aiguilles, pour justement aussi gérer le déchet de l'hôpital. Dans sa prise de parole, le représentant pays de la COICA est revenu sur les motivations de son pays autour de ce projet qui prend plus de 10 000 $ américains. Ce projet a une valeur de plus de 10 millions de dollars, représentant bien plus qu'un simple investissement financier. Il symbolisait notre engagement profond envers le bien-être des femmes et des enfants dans cette religion. Cette cérémonie d'inauguration marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre la République de Corée et la République démocratique du Congo. De son côté, le gouverneur n'a cessé un seul instant de vanter les projets qu'il juge de salvateurs. 2 pavillons de maternité flambant neufs dans les hôpitaux de Kimbao et Boko. Ce ne sont pas juste des murs que nous érigeons, ce sont des sanctuaires de vie, des lieux où nos mères donneront naissance en toute sécurité, où nos enfants recevront les soins attentifs qu'ils méritent. Il sied de noter que cette pose de la première pierre est également faite pour la construction des 15 autres centres et des bâtiments de maternité modernes répartis entre les zones de Boko, Kimbao et Bukangalonzo. Elle fera la joie des mamans congolaises. Parlons religion dans ce journal. Depuis 1992, l'église kimbanguiste célèbre le 25 mai de chaque année la nativité de Jésus-Christ. Dimanche 25 mai dernier, le fidèle de ces mouvements religieux était sur les acteurs de Kinshasa pour commémorer cette journée. Les détails dans ces reportages. Pour les adeptes de l'église kimbanguiste, le 25 mai revêt une signification particulière. Ce jour marque non seulement la naissance de Jésus-Christ, mais aussi celle de Dialungana Kiangani, considéré comme le 2e fils du fondateur de ce mouvement religieux Congo, à savoir le prophète Simon Kimbangu. Cette journée a été célébrée hier dimanche à Kinshasa et à travers le monde. C'est en 1992 que Diangena Kituma, chef spirituel de l'église kimbanguiste à l'époque, a décrété le 25 mai date de célébration de Noël pour les fidèles. Cette décision, fruit d'une étude approfondie de la Bible et d'une révélation spirituelle, a certes été source de controverses au sein de la communauté. Malgré ces divergences, la fête de Noël chez les kimbanguistes est un événement important, marqué par des festivités religieuses et culturelles et est maintenu chaque 25 mai de l'année. Les fidèles se ressemblent dans les paroisses pour des prières et des chants, commémorant la naissance de Jésus et de Dialungana Kiangani. Des processions et des défilés colorés animent le riz dans une ambiance de joie et de communion.
Au-delà de son aspect festif, Noël chez les kimbanguistes est également un moment de réflexion et de solidarité. Les fidèles sont invités à méditer sur les messages de paix et d'amour prônés par Jésus-Christ et Dialungana Kiangani et à s'engager en œuvre pour un monde meilleur. Depuis sa mise en place, la célébration de Noël le 25 mai par les kimbanguistes a continué d'évoluer. De nouvelles pratiques et interprétations ont enrichi cette tradition, reflétant la diversité et la vitalité de ces mouvements religieux. Cette célébration unique, observée comme des coutumes à Kinshasa, témoigne de la richesse et de la complexité de cette religion afro-chrétienne. C'est une fête qui mêle tradition et innovation, foi et culture et qui invite à la réflexion sur des valeurs universelles telles que la paix, l'amour et l'unité. En sport, les Léopards Box de la République démocratique du Congo ont remporté 8 médailles lors du tournoi international de boxe organisé du 21 au 25 mai par le gouvernement angolais à Luanda. Cette compétition s'inscrit dans les cadres de célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola sur 10 pugilistes congolais engagés dans les catégories féminines et masculines. 8 d'entre eux sont montés sur les podiums, décrochant un total de 8 médailles. Répartis comme suit: 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et des médailles de bronze. Une belle performance qui confirme la montée en puissance de la République démocratique du Congo sur le chéquier de la boxe africaine. Et dans les mêmes chapitres, en sport football, la belle affaire a été réalisée par le DSMP qui a bâti les Aigles du Congo sur la marque de 3-1. Dimanche au stade de Martyrs en match de play-off de la Ligue nationale de football, l'INAFOOT en sigle. Cette victoire permet à DSMP de se positionner dans les classements de la compétition et les temps forts de ces matchs avec Ndaye Ilambouichi. Suivez. Un derby qui sera gagné par Lédéric Motema Pembe. DSMP s'offre le pot des Aigles du Congo battus par 3-1 dans une opposition des deux équipes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte à la 8e journée des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football. Les Immaculés du DSMP ont inscrit leurs 2 buts de différence par l'entremise de Jules Arsène Gomez, 55e minute, en conclusion d'un corner exécuté de gauche à droite de l'attaquant imanien et Mirakaloji, 81e minute, sur frappe lointaine à ras de sol. Motema Pembe a reçu le pari autour du citron. Très dominateur, il a pressé les Aigles du Congo qui ont perdu quelque peu les repères, facilitant les remontadas des verts et blancs. L'ambiance est totale. Pourtant, à la pause, le résultat a été d'un but partout. Les Aigles du Congo qui ont donné le coup d'envoi ont ouvert la marque par Ibrahim Matoubou à la 4e minute. Un but matinal. C'est à la sortie du quart d'heure de jeu de DSMP a rejoint l'équipe adverse au tableau d'affichage sur le but égalisateur de Shadrach Bingi Bello, 19e minute. Bien qu'il n'a pas marqué lors de cette rencontre, Mazouk Diakana, la coqueluche de DSMP, l'un des acteurs principaux de ce club, a été élu l'homme du match. DSMP, l'exception devant les Aigles du Congo. Depuis le début des playoffs, Motema Pembe a été le seul cadre de puissance tutitaire des championnats nationaux de la Ligue nationale de football qui a fait exception et a refusé de se soumettre au joug des samouraïs de Kinshasa, des bébés aux dents de lait et nouveau promis dans ces circuits. Ainsi, les Faucons ont fait culbuter les samouraïs qui ont tour à tour dicté leurs lois devant l'ASV Club 3-0 par forfait, le TP Mazembe 3-1, Maniema Union 1-0 et Saint-Éloi Lupopo 2-1. Ainsi sanctifié par ses succès, Motema Pembe, 8e match, s'est hissé au diapason du TP Mazembe avec 13 points pour autant de sorties. Édition du journal, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Antenne à Télévision, votre chaîne de référence. Au revoir.